Ladies and gentlemen, right now. Holocratie. Parce que je vais pas mal parler du processus aussi par lequel nous avons travaillé sur les valeurs. Et vraiment, je n'avais pas réalisé que j'ai beaucoup apprécié l'apport. Et parmi nos valeurs, j'y reviendrai peut-être, il y a le courage. Et j'ai eu, il y a quelques jours, un exemple extraordinaire de courage. C'est quand j'ai appelé Claire. D'abord, c'est toi qui m'as appelé, je crois. Hein. Donc déjà, premier acte de courage, c'est de faire appeler, de s'adresser à quelqu'un où vraiment je me sens déjà un peu d'une autre génération que vous. En plus d'appeler un camionneur de province. Et enfin, là, ça a été, je crois, pour toi, peut-être le plus dur, et vraiment, j'ai senti une respiration, quelqu'un qui se recentrait. Mais c'est clair, j'interviens sans support visuel. Là, il y a eu un blanc, et puis elle me dit, d'accord. Donc, je suis très touché de partager ce moment avec vous. Ça va sûrement être un peu désordonné, malgré tes consignes très claires, enfin, sans faire de mauvais jeu de mots. J'ai été guidé. Mais donc, n'hésite pas à me prendre. Parce qu'au fond, une entreprise, c'est bien sûr c'est des personnes, avec toute la complexité que ça représente. Et une entreprise familiale, au fond, on réunit deux mondes de complexité. Et curieusement, ça marche parfois. Alors, j'ai essayé quand même d'avoir un fil conducteur dans mes propos qui sont souvent désordonnés. Le fil conducteur, ça va être comment développer l'intelligence collective dans une vieille entreprise, dans un secteur qui fait rêver le transport routier de marchandises. Et ce dont je vais vous parler, nous étions à peu près 1300 personnes. Ça vous donne un peu une idée au fond, de comment travailler. On a dit, est-ce qu'il y a un moment où c'est trop tard? Je ne sais pas si c'était trop tard pour nous, mais en tout cas, je pense que c'est venu au bon moment. Aujourd'hui, nous sommes 2000 personnes et l'entreprise connaît une croissance très très forte, a connu une croissance très très forte là, depuis 2 ans. Aussi, comment vivre avec des valeurs. C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup apprécié votre apport quand on est sacrément bougé par la réalité. Alors, vous connaissez sans doute l'expression que Jacques Chirac avait contribué à populariser, les emmerdements, ça vole en escadrille. Bien, je confirme. En 2011, c'est un peu le point de départ à ce que nous appelons aujourd'hui la réinvention de l'entreprise. En 2011, nous avons connu un tas d'emmerdements, des mauvais résultats, plusieurs impayés avec des clients importants qui se sont traduits, c'est jamais agréable quand ça arrive, plan social lié aussi à un arrêt d'un client. Mais ça, ce n'était pas le plus grave. Nous avons aussi connu plusieurs d'entre nous qui ont été touchés dans leur santé. C'était en 2011, nous sommes sortis de cette période vraiment éreintée, extrêmement affectée. Et la valeur courage, à laquelle je faisais référence, voilà comment nous l'avons exprimé. Accueillir la réalité, se remettre en question et innover. Et l'accueil de la réalité avait été vraiment très brutal au cours de l'année 2011. Donc, on vous dit, oui, le moment est venu de se remettre en question. Et notamment, nous avons réalisé que notre organisation était très centralisée, très hiérarchique, trop centralisée, trop hiérarchique. Et qu'il nous fallait vraiment redonner du pouvoir aux équipes opérationnelles sur le terrain. Et deuxième enseignement, après ce qui nous est arrivé, prendre soin de nos collaborateurs. C'est-à-dire passer d'un management qui reposait beaucoup sur l'obéissance, et le corollaire de l'obéissance, c'est souvent la crainte et la peur, à une dynamique qui, elle, repose beaucoup plus sur la confiance, la liberté et la responsabilité. Donc nous nous sommes lancés dans l'action, et au fond, en prenant au sérieux ces deux enseignements, en essayant de les traduire concrètement en mode de fonctionnement, nous nous lancions sans le savoir dans la réinvention de l'entreprise, c'est-à-dire revisiter tout ce qui constitue le vivre et le travailler ensemble dans une entreprise. Un des premiers enseignements, c'est la puissance de l'écoute. Quand des dirigeants d'entreprise se donnent réellement les moyens d'écouter les équipiers, ça
Vraiment, c'est fabuleux. Et, alors, tu m'as dit il faut trois choses à retenir. Donc, premier, si jamais vous aviez la gentillesse, l'indulgence de retenir des choses après mon propos décousu, vraiment l'écoute. En règle générale, chacun d'entre nous, alors l'écoute interpersonnelle, mais aussi au sein d'une organisation, en règle générale, nous parlons trop, ou plus exactement, nous parlons trop par rapport à notre capacité d'écoute, il faut le temps que nous passons à l'écouter. La première action, donc, je vous ai parlé de ces deux prises de conscience, de ces deux enseignements. La première action a été d'inviter l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, donc à l'époque nous étions 1300, à venir parler de la façon dont ils vivaient l'entreprise. À venir, voilà. Nous sommes prestataires de services, notre métier c'est de transporter donc, pour le compte de nos clients, ce qui fait que ce type de réunion, cette invitation ne pouvait se faire qu'un samedi ou un dimanche. Donc on a préservé le dimanche et nous avons lancé l'invitation à l'ensemble de nos équipiers. Et plus d'un salarié sur deux, plus d'un équipier GT sur deux est venu à sacrifier un samedi pour venir parler de la façon dont il vivait dans l'entreprise. J'ai eu la chance, le bonheur de participer à toutes ces réunions. Volontairement, nous avions privilégié l'expression, puisque je viens de vous dire que le premier point à retenir, c'est l'écoute, et se donner les moyens de l'écoute. Ainsi, bon, le directeur de filiale, parce que nous sommes organisés en filiale régionale, donc nous avons une dizaine de réunions sur toute la France, le directeur de filiale était l'invitant. Moi-même, je parlais pour commencer à indiquer, au fond, le sens de la démarche. Je parlais à peu près 10 minutes, et j'écoutais pendant plus de 3 heures. Les échanges, les questions, les propositions, les débats. C'était passionnant. Alors, si vous voulez, et ça a été impactant pour nous, parce qu'on sentait que là, il y avait quelque chose qui marchait. Et surtout, ce désir, cette volonté de transformer l'entreprise, cette volonté de ne plus vivre ce que nous avions vécu en 2011, c'était plus uniquement l'équipe de direction, les directeurs de filiales qui le ressentaient, qui en voyaient la nécessité, mais c'était toutes les personnes présentes, parce qu'on a eu des retours extrêmement forts là-dessus. Donc on sentait que vraiment pour l'entreprise, c'était un projet majeur. Je vais aborder maintenant donc un travail sur les valeurs, ou plus largement d'ailleurs sur l'identité de l'entreprise, la mission, les valeurs, l'ambition. Et à la suite de ces réunions, donc qui a été un moment fort pour l'entreprise, nous avons voulu travailler sur le projet de l'entreprise. Et de façon traditionnelle, certains d'entre nous, quand je dis certains d'entre nous, membres de l'équipe de direction, à l'époque il y avait un comité de direction, membres de l'équipe de direction et directeur de filiale opérationnelle, on a travaillé aussi au fond, quel projet qui puisse être parlant, qui ait du sens pour les collaborateurs et aussi pour nos clients. Vraiment, il y avait un engagement fort de ces personnes, l'intention était bonne, et pourtant, je sentais qu'on était en train de passer à côté de quelque chose d'important, voire d'essentiel. Et c'est vraiment ce que nous avions vécu lors de ces réunions de lancement, où j'avais senti une énergie extraordinaire de la part des personnes présentes. Au fond, j'ai réalisé que toujours nos vieux schémas mentaux, je parle de l'entreprise, ce projet de l'entreprise était en train de se dessiner uniquement par des cadres dirigeants. Au fond, nous étions tous. Il y avait vraiment, j'insiste, une bonne intention, une bonne volonté, des personnes impliquées, une méthode de travail qui tenait la route, mais nous étions toujours dans le schéma. Au fond, ceux qui savent vont dire aux autres. On a eu une réunion avec l'équipe de direction, c'était, je crois, l'automne 2013. On a partagé là-dessus. On dit voilà, est-ce qu'on veut continuer comme on a toujours fait au fond? Et ça a marché pendant des années. Si l'entreprise est devenue ce qu'elle est, c'est aussi il y a eu tout ça. Donc. Ou est-ce qu'on prend le risque, j'emploie le mot volontairement, de faire différemment? Est-ce qu'on essaie de construire un projet, au fond, les cadres dirigeants, et on déploie beaucoup d'énergie pour que les personnes adhèrent à ce projet? Et ça, c'était un peu au fond, notre habitude, mais je me rends compte que dans beaucoup d'entreprises, c'est la façon de faire. Ou est-ce que nous prenons le risque de lancer une invitation auprès de l'ensemble des équipiers GT et de leur dire, voilà, on est sur le projet, on veut travailler
pour mieux éclairer l'identité de l'entreprise, donc notamment les valeurs. On a eu beaucoup de réponses positives en disant nous on est partant. Alors concrètement, toujours pareil, du fait de notre permanence de prestation, on a pu réunir 120 personnes. On s'est retrouvé du côté d'Orly, tout simplement puisqu'on est présent dans toute la France. Et sur ces 120 personnes, vraiment, il y avait à peu près 2/3 qui étaient conducteurs, mécaniciens, employés. Vous voyez, ce n'était pas une réunion d'encadrement auquel on aurait invité quelques personnes. On a vraiment veillé à ce que tous les métiers, toutes les régions soient représentées. Ça a été un moment extraordinaire. Et quand on rentrait dans la salle, c'était pas comme ici, vous voyez, il y a un pingouin qui parle et puis des personnes qui écoutent sagement assis sur des sièges. Volontairement, on avait, c'était un peu comme une salle de mariage, c'était des tables rondes avec et les personnes ont tiré au sort, les personnes s'installaient, et il y avait un aller-retour entre le travail au sein de chaque table et le travail de toute la salle. On a et avec bien sûr une animation de façon où on a été guidé parce que effectivement pour travailler là-dessus, on a eu des exemples d'autres entreprises parce que pour beaucoup d'entre nous, pour la plupart d'entre nous, c'était la première fois que nous vivions un tel exercice. Un exemple qui nous a beaucoup marqué, dans les valeurs stratégiques de l'entreprise, l'innovation est venue en tête. C'est-à-dire vous voyez dans les verbatims, les occurrences de verbatims qui ressortaient, le terme d'innovation est venu en tête. Or, quelques mois plus tôt, en équipe de direction, nous avions pris la décision de mettre plus d'énergie, plus de moyens sur l'innovation. C'était extraordinaire parce que les personnes n'étaient pas au courant de cette décision, mais pour nous, c'était au fond une consolidation extraordinaire de cette orientation. Après, donc, une phase les personnes qui ont participé à cette journée, ça a été extrêmement fort. Beaucoup d'énergie. Je crois qu'il y a eu plus de 1200 verbatims qui ont été exprimés. Après vient la phase extrêmement difficile, aride. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et là, de nouveau, il y a un groupe de travail, bien sûr plus restreint, de nouveau issu de toute l'entreprise, qui a travaillé pour faire émerger l'expression de la mission, des valeurs et de l'ambition. Ça a été abordé, bien sûr, avec les actionnaires familiaux, abordé avec l'équipe de direction. On n'a rien modifié. On a aujourd'hui, donc, quand je vous parlais des valeurs, donc courage, engagement et humilité, avec chaque valeur étant déclinée. Et au fond, aujourd'hui, si je parle de ces valeurs, ou si un autre équipier GT était là pour parler de ces valeurs, nous nous sentons vraiment porte-parole de ces valeurs. Vous voyez, on a une forme de légitimité du fait du processus qui est très forte. Parce que, en tant que patron, jamais je n'aurais osé proposer à l'entreprise que je dirige la valeur humilité. C'est pas très très facile à aborder. Vous voyez dans un dîner avec des amis en train de dire, vous savez, moi je suis très humble. Sincèrement, ça m'a amusé que dans les valeurs un peu des fondateurs, ça soit ressorti. Or, je sens que je suis en train de... je regarde Claire aussi. On pourra y revenir. Mais je pense sincèrement que, comme terreau à l'intelligence collective, ce serait presque un deuxième point à retenir. Comme terreau à l'intelligence collective, à l'efficacité, la dimension collaborative, l'humilité ou la position basse est un point de passage extraordinaire. C'est extrêmement puissant. Voilà, bon, je m'arrête parce que je ne sais pas, au niveau timing, c'est encore bon. Tu me mets dehors. Hein, quand... Au fond, peut-être deuxième chose à retenir, c'est que pour permettre une expression fluide d'entreprise dans une boutique qui compte 1300, 2000 personnes, il faut vraiment se donner les moyens. Donc il y a à la fois des méthodes, des outils. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Je pense qu'on n'aurait jamais pu réussir ce qu'on a fait si on n'avait pas eu l'accompagnement, et si on ne s'était pas donné les moyens de le faire. Mais ces moyens ne sont pas suffisants, et on aborde le troisième point qui me tient beaucoup à cœur. Et quand je parle avec des collègues patrons, c'est vraiment, pour le coup, je dis, s'il y a une chose à retenir, c'est celle que je vais exprimer maintenant, c'est que nous sommes vraiment dans une démarche systémique où
le leader est le promoteur, l'initiateur souvent de la démarche. Et en même temps, il en est la principale limite. Concrètement, la démarche de transformation, à plusieurs reprises, on a buté, on s'est rendu compte qu'on butait sur le fait d'avancer, et très souvent, c'était parce que ça venait contacter mes propres peurs, mes propres hésitations. Alors, peut-être le troisième point, c'est que vraiment une transformation d'entreprise, le leader ne peut pas faire l'économie lui-même de se laisser transformer par la dynamique. Et je voudrais dire quelques mots à propos de 2011, dont je l'ai dit, la phrase de Jacques Chirac. En fait, en l'espace de quelques mois, nous avons un de nos directeurs de filiale qui a fait un épuisement, il a dû quitter l'entreprise. 3 semaines après, un de ses collègues, c'était les 2 directeurs de filiale ici d'Île-de-France, son collègue faisait un infarctus grave, il s'en est sorti, mais il a le cœur de quelqu'un de 80 ans, quelqu'un qui avait à l'époque 40 ans. Fin mai, le 28 mai, notre directeur technique était malade d'un cancer. Il est décédé le 28 mai. Le 25 mai, mon frère, avec qui nous dirigeons le groupe familial, apprenait qu'il avait lui-même un cancer. Et fin juin, notre directeur financier faisait un AVC. Donc, quand je disais qu'on a été vraiment extrêmement impacté par ce que nous vivions, et définition du courage, donc je vous dis, accueillir la réalité, se remettre en question, innover. Question accueil de la réalité, on était à jour. Enfin, ça va, on commençait à comprendre. Donc je te dis un peu comment on s'est remis en question. Et au fond, l'année de 2012, on est reparti en projet. Donc c'est là où on a décidé de ce que je raconte là. Et vraiment, moralement, ça fait beaucoup de bien, et presque physiquement aussi. Et puis curieusement, de façon inattendue, pendant l'été 2012, j'ai vécu une expérience spirituelle forte, qui a vraiment marqué un pas important dans ma vie, et je crois dans la direction de l'entreprise. Alors c'est très difficile de parler de ce genre de choses. Ce que je peux dire, c'est qu'à la suite de ça, j'ai été beaucoup dans une forme de paix, de confiance. Et en fait, j'ai réalisé que jusqu'alors, comme beaucoup de dirigeants, et comme sans doute beaucoup de personnes, j'étais rassuré par ce que je maîtrisais, par mes compétences, par mon expérience. Et là, au cours de l'année 2011, j'ai été confronté au désarroi, à la souffrance de personnes très proches. J'ai contacté mes propres limites, ma propre vulnérabilité. Là, je trichais plus. Je ne pouvais plus m'appuyer sur les béquilles de l'ego pour faire illusion ou faire semblant. Et je crois que dans cette expérience spirituelle, enfin, j'ai consenti à lâcher les fausses certitudes, les faux points d'appui, pour m'en remettre à une confiance en la vie. Et donc c'était 2012, au moment où on se lançait, où l'entreprise se lançait dans cette transformation. Et je ne savais pas à ce moment-là combien ce que je vivais à titre personnel était une étape extrêmement aidante pour l'évolution de la structure de l'organisation entière. Parce qu'au fond, dans la transformation d'entreprise, et tu l'as vraiment magnifiquement montré, Virgile, j'étais très, très sensible à ce que tu as exprimé à propos des valeurs. Nous avons besoin d'outils, nous avons besoin de process, nous avons besoin d'être accompagnés. Mais, vraiment, j'insiste, on ne peut pas faire l'économie, pour chaque membre de l'entreprise, de la transformation personnelle. Ce ne sont pas que des méthodes. Et vraiment, c'est... non, mais parce que voilà, j'ai des exemples vraiment précis que nous vivons en ce moment, où une personne extrêmement engagée dans l'entreprise, très brillante, mais bute humainement. On en parlait ensemble lundi, et je lui disais, mais tu sais, quand tu te rends compte que les autres t'agacent, que souvent il y a plusieurs trucs qui ne vont pas avec plusieurs personnes, c'est que sans doute tu abordes une nouvelle étape de ta propre croissance. Voilà. Mais sans prévenir. C'est ce que j'essaie de dire. C'est ce que j'essaie de dire à mon épouse, mais souvent c'est elle qui parle plus vite que moi.
Donc voilà, c'est la troisième idée à retenir. Pas de transformation en profondeur d'une organisation, d'une entreprise, pas de réinvention d'une entreprise sans une démarche personnelle du dirigeant, des cadres dirigeants, enfin de l'équipe dirigeante, des cadres en général et du plus grand nombre de personnes. Voilà. Ça va, c'était pas trop catastrophique? Vous mesurez mieux le courage de Claire maintenant. Bonjour, alors déjà merci beaucoup. J'ai trouvé ça super intéressant et je trouve que vous avez bien rebondi après la période 2011. Moi ma question elle est un peu plus précise. Déjà je travaille chez FH Construction et nous là on est en train de se poser des questions sur l'engagement des collaborateurs dans notre entreprise et on voulait justement aller interroger les collaborateurs comme vous aviez fait avec vos réunions, les invitant, etc. Et je voulais savoir, pendant vos réunions, comment vous les avez amenés à parler. Est-ce que vous avez posé des questions ouvertes? Vous avez fait des ateliers ou peut-être des interviews un peu plus détaillées? Oui, alors, tout à fait. Ça reposait sur des questions ouvertes, qu'on avait bien préparées, on les avait testées auparavant. Il y avait une animation. Alors, ces réunions, concrètement, c'était entre 40 et 130 personnes. Les plus importantes étaient 130 et la moins importante, on était 40 personnes. Donc on avait, c'était 5 questions ouvertes. Et à chaque fois, donc les personnes travaillaient autour de la table. Ça, c'est une méthode vraiment très, très facile à mettre en œuvre. Enfin, et il y avait un ordinateur. Alors, au début, on avait un ordinateur pour... je me tourne vers les vers ceux auprès de qui on aurait pu s'habiller. Et une personne rendait le service de tout noter. Oui, c'était pas une synthèse, c'était vraiment noter les verbatims avec les fautes d'orthographe. Parce que notre population, c'est essentiellement des conducteurs routiers. Mais chez FH, vous avez sûrement des compagnons aussi. Oui, l'intérêt, c'est d'interroger les ouvriers, bien les sûr, compagnons, sûr, etc. Voilà. Et vraiment, alors là, ce qui est génial avec les conducteurs routiers, c'est qu'en termes d'expression, généralement, il n'y a pas d'inertie. Non, mais vraiment, c'est des personnes qui, la plus grande partie de leur boulot, c'est seul au volant du véhicule. Alors même si nous, on est beaucoup dans la livraison, donc ils sont en relation au moment de livraison, mais vraiment, alors puis bien sûr, la première question, c'était facile, facile, c'est qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? Et après, on aborde des questions plus difficiles. Qu'est-ce qui, en ce moment, ne va pas? Qu'est-ce que les clients disent de nous? Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'entreprise? Vous voyez, des questions. Et avec donc un aller-retour entre l'échange autour de la table et ensuite l'échange en grand groupe, parce qu'il y avait un logiciel de traitement sémantique qui permettait, en temps réel, de remonter les occurrences. Et ça, c'était passionnant. C'était quoi le logiciel de traitement sémantique? C'est un mot qui me plaît. Non, tout simplement, il recevait tous les verbatims. Il classait, par exemple, pour les « qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail ?» Le mot qui revenait avec le plus d'occurrences, c'était « autonomie ». Et donc, on faisait apparaître un mur de mots. Vous savez, ce truc classique, hein, plus le mot est, enfin, plus l'occurrence est forte, plus le nuage de mots. Et ensuite, on pouvait redescendre sur les verbatims. Okay. Et voilà. Non, mais c'est une méthode. Au fond, c'est la méthode des post-it, oui. Mais un grand nombre de personnes. Alors, après, on a évolué, parce que même nous, on a évolué. C'est qu'avec les smartphones. Quoi. Okay. Donc, c'est encore plus léger, c'est encore plus fluide. Quoi. Merci beaucoup. Alors, on a mal fait, parce que vous soulevez une question centrale, c'est qu'on génère beaucoup de frustration. Et vraiment, le point, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, le point, c'est quand on se lance dans cette démarche, alors c'est bien de travailler sur soi, donc c'est le troisième point, parce que vraiment, il faut s'attendre à tout entendre, y compris la vérité. La vérité, c'est la réalité telle qu'elle est vécue par les personnes. Après, la question que vous posez, c'est comment gérer, éviter la non-frustration. Alors, il y a des groupes de travail qui sont passés. On est passé par des phases de découragement. On est passé des phases, notamment parmi les plus anciens, qui nous disaient « Ah ouais, c'est encore c'est vrai qu'on est une entreprise, on a l'habitude, on a beaucoup travaillé sur les questions RH, sur nos pratiques RH depuis très longtemps. Oh ben encore un nouveau, c'est curieusement les anciens qui disaient « Oh ouais, encore un nouveau truc, mais ça leur passera, hein, c'est pas grave. » Et, en revanche, après, c'est amusant, mais c'est ce qu'on appelle des catalyseurs de changement, au fond des symboles.
des choses, tiens, ça change, merde. Au-delà de la réalité, ça marque, c'est des marqueurs. Et notamment un des marqueurs forts qui a montré que malgré toutes les lourdeurs, malgré toutes les ambiguïtés qu'il y avait, un des marqueurs forts, c'est que nous avions un DRH, David, qui est toujours dans l'entreprise, et qui était vraiment un des piliers de l'entreprise, vraiment un des repères, un des phares. Je pense que si, j'imagine qu'il aurait été dans la fusée des 6, tu vois, la personne, vraiment, ça fait plus de 30 ans qu'il est en entreprise, nous sommes très proches, vraiment. Et un jour, j'ai proposé, Adrien connaît l'histoire, j'ai proposé à David, donc nous voulions mettre de l'énergie sur l'innovation, j'ai proposé à David, à l'époque on se vous voyait, je dis David, tiens, je vous verrais bien prendre le fait de porter l'innovation. Et puis j'ai dit, mais je vous demande de renoncer à votre poste de DRH, à votre métier de DRH. Et puis là, je ne sais pas ce qui m'a pris, et d'ailleurs il n'y aura plus de DRH dans l'entreprise. Le fait que David renonce à son métier de DRH, ça a été un catalyseur de changement, parce que c'était la statue du commandeur. C'était impensable. Mais vraiment. Et oui, je ne le faisais pas pour ça. Mais et après, bon, ça nous a entraîné dans pas mal d'aventures, puisqu'on a un service RH qui a fonctionné pendant 4 ans sans avoir de chef de service à sa tête. Donc on a vu inventer, juste pour illustrer que dans ce type de chemin, ce n'est pas un chemin tout tracé, ça s'invente au jour le jour. Notamment, à un moment donné, cette équipe RH qui n'avait plus de chef au-dessus d'elle, dit, bon, pour notre rémunération, on fait comment? Ah oui, bonne question, on fait comment? Et c'est pas moi qui vais fixer votre rémunération. Ben donc, vous allez, vous allez inventer un processus, et pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, des personnes ont fixé elles-mêmes leur salaire. Et alors ça a été chaud, hein, parce qu'elles ont réuni un groupe miroir pour travailler là-dessus, pleines de bonne volonté, elles étaient enthousiastes. Le groupe miroir les a glacées, ça a été des moments très très difficiles, mais ils sont arrivés à un résultat. Et puis après, on se dit, merde, mais c'est quand on commence à toucher à l'argent, parmi les auteurs qui je trouve sont très très aidants pour les transformations d'entreprise, il y a Michel Audiard. Et qu'est-ce qu'il nous dit sur l'argent, Michel Audiard? C'est tonton flingueur, ça, c'est le parolier. Il dit, quand on parle gros sous, quand on parle argent, pardon, à partir d'un certain montant, tout le monde écoute. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on parle de l'argent d'entreprise, mais pas de l'argent en général, pas du cash flow, pas du chiffre d'affaires, pas des bénéfices, quand on parle de son argent, de la rémunération, là c'est sérieux. Et en équipe de direction, je leur dis, je crois que le moment est venu d'aborder ce sujet hyper touchy, hyper sensible de l'argent, de la rémunération. Oh ouais, super. Et je dis, mais pour une fois, on ne va pas travailler pour les autres, on va travailler pour nous. Et j'ai invité l'équipe de direction à ce qu'on travaille sur l'argent, transparence entre nous. Ça a été une étape. Et puis à un moment donné, j'ai dit, parce que je sentais que c'était mûr, je ne fixerai plus votre rémunération. Il nous faut inventer un processus où chacun va fixer sa propre rémunération. Et donc on a travaillé là-dessus. Alors c'est encore à l'état expérimental, mais l'expérience s'élargit. Et on est en train, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on fonctionne comme ça, on est en train d'améliorer la méthode. On a besoin de prodère. Non mais c'est vrai. Et en même temps, si vous voulez, un des fruits, c'est que l'alliance entre les personnes du CODIR, parce que quand on parle pognon, notre pognon entre nous, ça veut dire qu'on a réglé déjà pas mal de questions. Moi j'ai une question. Est-ce qu'un autre événement comme 2011 peut arriver? Et comment est-ce que vous faites en sorte que ça n'arrive plus, quoi? Il faut être prudent. Dans ma réponse, je ne peux être que prudent. Ce qui me vient là, c'est que vraiment ce dont nous avons pris conscience à l'issue de cette 2011, c'est que trop de choses, trop de responsabilités reposaient sur trop peu de personnes. Et aujourd'hui, je pense qu'on a élargi. Et alors juste parce que parfois on me dit, bon, c'est bien tout ça, mais c'est quand même se donner beaucoup de mal, se créer pourquoi? Quels sont les résultats? Quels résultats tangibles? C'est une sacrée question, ça. Parce que notre entreprise marche plutôt bien. Enfin, cette année, on ne va pas faire de bons résultats. Mais bon, l'an dernier, on a eu une croissance de 40% avec un nouveau métier. Enfin, vraiment, on ne s'ennuie pas. Je ne cherche pas des excuses, hein, mais on a changé de directeur général aussi, puisque je suis passé la main. Donc.
Mais juste en 97, oui, je remonte loin. Nous avons connu une crise. Nous manquons on en parlait tout à l'heure, nous manquons de conducteurs routiers en France, mais enfin en Europe même. Voilà, on est dans un métier de pénurie. Bon, pour X raisons. 97, on avait connu une crise. Et une équation simple, dans notre métier historique, 50% du chiffre d'affaires, c'est de la masse salariale. Nos niveaux de marge, quand l'entreprise se porte bien, le bénéfice net sur CA, 2 à 3%. Donc vous imaginez que quand la masse salariale augmente, ça bouffe, pour faire simple. 97, il y avait eu, vous vous en rappelez pas, mais il y avait eu des grèves dans la profession, augmentation des coûts à la suite de ça, enfin classique. Hein. Et à l'époque, nous avions nos résultats qui s'étaient effondrés. Vraiment, on a été complètement décontenancés. Il nous a fallu 4 ans pour redresser l'entreprise, pour repartir en croissance. Là, nous avons connu, donc 2017, une crise tout à fait comparable au niveau de la profession, du fait de la pénurie de conducteurs. En 1 an et demi, nous avons fait face à cette situation, parce que concrètement, en manque de conducteurs, ça désorganise complètement nous avons fait face. Alors, c'était pas glorieux, on a nos équipes qui ont été épuisées, mais on a fait face. Comme je vous disais, donc croissance de 40%, un apprentissage d'un nouveau métier. Accessoirement, nous avons changé de nom. Et encore accessoirement, mais ça c'est une bonne chose, on a changé de directeur général. Donc voilà comment, vous voyez, si je devais trouver ou apporter en quelques mots une justification ou enfin, tout ce que nous vivons, c'est ça qui me vient. J'arrive. Ah oui, c'est une question par personne. Super, merci. Merci pour le témoignage, c'est vraiment beau. Une question sur la différence entre l'opérationnel qui est très proche des clients et le grand codir sachant. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Comment on fait passer une entreprise de oui, nous on sait et on est sur un secteur hyper concurrentiel, donc il faut se positionner comme ça, à en fait c'est le conducteur routier qui va décider. Et en plus de ça, il y a un travail personnel à faire au niveau du codir. Donc est-ce que ça s'est fait par étapes? Est-ce que ça s'est fait violemment? Est-ce que... Alors, les personnes pour qui c'est le plus difficile, je trouve, les démarches de transformation en profondeur d'une entreprise, c'est les personnes de l'encadrement, et notamment de l'équipe de direction. Et au fond, si j'insiste tant sur la nécessaire transformation du leader, c'est que l'injonction du genre « il faut que tu changes, il faut que tu sois plus ouvert, que tu écoutes mieux », ça ne marche pas. La seule chose dans les membres du comité de direction, de l'équipe de direction, d'accepter de changer, c'est de voir que le leader lui-même se laisse transformer et que visiblement il n'en est pas malheureux. Mais on a eu de sacrées résistances. Parce que je me souviens de la réflexion de l'un d'entre nous qui dit « Mais Michel, tout ce que j'ai appris, toute ma pratique professionnelle jusqu'à présent, tout ça, c'est remis en question, je perds mes repères. » À un moment donné, deux d'entre nous, notamment David, donc l'ancien DRH qui s'est pris en main de l'innovation, et puis notre directeur technique qui a une vision vraiment d'avenir, enfin, il est constamment tourné vers l'avenir. L'un et l'autre, à des moments différents, et ce n'était pas sous l'emprise de la colère, ont exprimé le CODIR, le comité de direction tel que nous le vivons, est un frein à la transformation. Bon, petit à petit, ça nous a travaillé. Et en décembre 2016, sans qu'il y ait d'effusion de sang ni de larmes, et pas trop de cris, on a mis fin au CODIR. On s'est réunis avec les directeurs de filiales, un représentant de chaque métier, les membres du CODIR, et on a ouvert cette séance de travail de 2 jours en disant voilà, le CODIR tel qu'il a fonctionné depuis à peu près une dizaine d'années, c'est fini. Quelle gouvernance opérationnelle on met en place pour que la gouvernance, de la direction de l'entreprise, l'animation de l'entreprise, soit en cohérence avec le principe de subsidiarité que nous voulons pour toute l'entreprise. Mais globalement, on ne s'ennuie pas. Merci beaucoup.